Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Pour inaugurer cette troisième saison du Podcapsuleur, je voulais tout d'abord remercier toutes les personnes qui ont participé à la campagne de financement sur Tipeee. Elles s'appellent Garlone, Stéphanie ou Aurélie. Ils s'appellent Alain, Bertrand, Damien, Sébastien, Vincent, Gérald, Yves, Pierre-Yves, Emmanuel, Frédéric, Rémi et Thibaut. Et je les remercie vivement chacun pour leur soutien parce que c'est grâce à eux que cette aventure continue. Je voulais aussi vous révéler un chiffre, 50 798, c'est le nombre de téléchargements des 50 podcasts disponibles au moment où j'enregistre cet épisode du Podcapsuleur. Voilà, tout ça est très encourageant, même si on est encore loin des objectifs financiers à atteindre. Je ne sais pas si vous savez, mais créer un podcast de façon professionnelle, c'est du temps passé, c'est des frais de déplacement, des frais d'hébergement, des frais de matériel, voilà. Tout ça, c'est bien réel. Alors rendez-vous, s'il vous plaît, sur Tipeee pour me donner un petit coup de pouce. Merci d'avance pour votre soutien. Depuis 4 jours, la France est confinée. On ne peut plus trop sortir de chez soi. De nombreuses entreprises sont fermées. Les brasseries ne sont pas épargnées. Donc, si c'est pas toi qui vas à la brasserie, eh bien c'est la brasserie qui viendra à toi. Voilà pourquoi j'ai décidé d'anticiper le démarrage de cette nouvelle saison du Podcapsuleur. Saison 3, épisode 1, la brasserie Bizaigu à Kaysersberg, dans le Haut-Rhin. Direction l'Alsace dans cet épisode, à la découverte d'une jeune brasserie qui existe depuis maintenant 2 ans à Kaysersberg, élu village préféré des Français en 2017. C'est là que Thibaut Ancel a implanté sa brasserie, une aventure dans laquelle il a embarqué toute sa famille. Donc on est à la brasserie Bizaigu, donc on est dans la partie arrière de la brasserie, là où on a tout notre stock de malt et de bouteilles. On est au centre-ville de Kaysersberg. Voilà, c'est une affaire de famille. On est papa, maman sont souvent là. Mes beaux-parents sont là le vendredi. Madame vient le week-end, donc énormément de personnes qui gravitent autour. Une copine à moi qui s'occupe de toutes ces communications. Donc on est un bon petit panel de personnes qui s'occupent de cette brasserie, quoi. Comme beaucoup de brasseurs, rien ne te prédisposait à devenir brasseur. Ça s'est fait un peu par accident. Et alors tu viens d'un métier qui n'a strictement rien à voir puisque tu étais dans les travaux publics. Effectivement, j'ai fait 10 ans de chef chantier travaux publics, juste avec une petite halte d'1 an en Australie. Et donc ouais, il n'y avait rien qui nous prédisposait à faire de la bière, mais on a toujours aimé de la bonne bière, donc on a toujours recherché la bière artisanale là où on allait. Et il y avait toujours une petite idée dans le coin de la tête pour ouvrir une fois un bar, donc c'était lié, je pense que c'était le destin, il fallait tenter la chose au moment là. Donc on regrette pas et on a tout mis dedans et pour l'instant on est très content. C'est quoi ton cheminement des travaux publics au métier de brasseur ? Alors le cheminement, c'est très simple, c'est un ras-le-bol complet au niveau du boulot du travail de chef de chantier parce que énormément de contraintes, énormément d'amplitude horaire. Du jour au lendemain, un appel à mon père, écoute, on se lance dans la brasserie, tu me suis ? Le père, ok, madame, ok. On a fait quelques brassins dans la cuisine, une petite formation en immersion à la brasserie du château à Donfront. Et après, on s'est lancé un peu dans notre cave, le temps de trouver un petit local. Et en mai 2018, on est parti sur un process de professionnel, on a arrêté le travail et on a fait que ça, quoi. Alors avant ça, t'avais jamais brassé, hein, c'était complètement nouveau. Ah, clairement, on est parti d'une page blanche, plus que blanche. On a eu quelques galères au début, savoir tous les process. Et après, on a un panel de personnes autour de moi qui me disaient si c'était bon ou pas bon. On a un bon groupe de dégustateurs, donc on savait où c'est qu'on allait ou pas, quoi. Ouais, on est parti de très très loin. Et les premiers essais ont tout de suite été concluants ou il a fallu essuyer les plâtres ? Première bière, elle était buvable, comment dire. La deuxième, elle nous a explosé à la tête. Clairement, quoi, c'était des bombes à retardement. Et puis petit à petit, on s'est affiné, on a pris plus d'assurance sur le brassage et petit à petit, ça a vite plu autour de nous et au bout d'un moment, ça nous a poussé, ça nous a donné des ailes. On a dit hop, c'est parti, on se lance, c'est fait. Maintenant, c'est comme ça et c'est simplement d'un coup de tête et on a réussi à faire ce qu'on voulait, quoi.
Le 28 mai 2018, premier brassin dans ta brasserie. Là, on sort de la cuisine, on sort du garage, on passe sur un équipement un peu plus costaud. C'est bon tout de suite ou il faut faire, refaire et refaire jusqu'à ce que la recette soit bien, soit stabilisée? La recette de la blonde, on l'a jamais changée du début, on a juste modifié la levure. Et on était sûr de notre coup là-dessus, on regrette pas, on n'a jamais rien changé et elle a plu dès le début. Donc là-dessus, on était assez satisfait. Après, toutes les autres, c'est des idées dans ma tête qui ont germé. Il n'y a jamais eu énormément d'essais, quoi. On est souvent sur 1 ou 2 essais maximum. Et c'est d'abord réfléchi en amont, des prises de tête en amont avant de brasser. Et après, direct, on part en 200. On s'appelait, on a d'abord fait que du fût pour savoir si ça plaisait. Et dès que ça plaisait, on est parti en bouteille, quoi. Donc, et on est en brassin permanent là-dessus. Mais on a eu une 60aine d'essais en amateur sur la blonde. Et après les restes, c'est 1 ou 2 essais en pro, quoi. Directement, on est parti sur la recette qu'on voulait, quoi. Alors là, on est en Alsace, on est dans le village préféré des Français, je ne sais plus en quelle année, mais en tout cas, Kaysersberg a été rendu célèbre grâce à la télévision. Et on est surtout dans un pays qui est très, très, très porté sur le vin, même s'il y a quand même une histoire brassicole en Alsace. Une grosse histoire brassicole. On est quand même le plus gros producteur en hectolitres de la France. Mais ça s'est perdu pendant quelques années, ça reprend vraiment. Il y a énormément de créations chaque année. L'année dernière, je sais pas, cette année je crois qu'on est 85 de mémoire, mais il y a 5 ou 6 créations autour de la vallée de Colmar. Mais voilà, faut partir de l'idée reçue que le vin et la bière, c'est pas pareil, c'est de l'accompagnement. Nous, on l'a clairement mis en avant. On fait des brassins éphémères avec des vignerons. Là, on a fait pour la bière Noël, on a fait des brassins où on a injecté des jus de pinot noir et des jus de muscat pour mettre en avant aussi la viticulture près de chez nous. On a fait fermenter des bières avec des levures de grand cru. On fait vieillir des fûts en barrique de pinot noir. Donc on essaie vraiment toujours d'avoir la petite note viticole, même si on fait de la bière, quoi. Donc c'est une bière alsacienne, mais qui n'a rien à voir avec la bière alsacienne. On essaye d'avoir une autre identité à nous et avoir vraiment notre identité viticole de la vallée, quoi. Au bout d'1 an et demi, tu produis combien de recettes différentes? T'en es où là? Alors on est sur 6 bières permanentes. On a une blonde, une blanche, une IPA et une ambrée qu'on a fait dès le début pour avoir un panel un peu grand public. On est parti sur des brassins beaucoup plus typés avec une Milky Stout au malt fumé et une bière à la tourbe, au malt tourbé. Et on a des brassins éphémères exclusifs pour des étoilés. L'alchimie en premier avec des plantes aromatiques. Puis le Chambard, on a fait une Berliner Weisse à la rhubarbe. Et après, on a des bières de saison, type bière de Noël, bière de printemps. Et là, on va sortir des barriques. Donc, on est sur une quinzaine de bières différentes depuis le début de l'exercice, mais 6 permanentes. Ah, mais là, tu parles comme un brasseur qui a 15 ans de bouteille, quoi. Non, on a loin de 15 ans de bouteille et on a encore beaucoup à apprendre et beaucoup de techniques, mais on se débrouille bien. On est assez contents. Les gens sont contents de nos résultats et nous, on est contents de ce qu'on fait. On aime bien nos bières. Mais en tout cas, tu t'es lancé dans des recettes qui sont plutôt ambitieuses. Clairement, mais c'est pas d'un coup de tête. Il y a une réflexion. La Milky Stout, le meilleur exemple. La réflexion, c'est plus d'1 an et demi. Parler avec des brasseurs belges, parler avec plein de monde autour de moi et me dire ouais, on peut faire ça, ça peut marcher, et ça marche tout de suite, quoi. Le meilleur exemple, c'est aussi le Chambard, une Berliner Weisse, donc bière acidulée très très compliquée à brasser, d'où la volatile avec les bactéries. Comme on doit ensemencer le mou pour avoir de l'acidité, donc à 35 degrés, là où les bactéries se développent le plus, très très compliqué à brasser sur 24 heures, 7 heures de nettoyage, x2. Voilà, on se lance pas comme ça à l'arrache, donc il y a énormément de recherche et des prises de risque aussi, quoi. Il faut, au bout d'un moment, pour se démarquer, il faut pas avoir peur, quoi. Qu'est-ce que tu as encore dans la tête? T'as encore des projets un peu fous comme ça sur lesquels tu réfléchis, sur lesquels tu travailles? Oui, on a un gros projet. Il nous faut juste le local. Pour l'instant, on l'est en stand-by, mais c'est déjà acté. Après, on a encore des brassins surprises. J'en ai une flopée dans la tête qui devrait sortir. On espère fin d'année, sinon ça sera l'année prochaine. Mais on est sur quelque chose. J'ai encore une bonne panel de recettes, quoi. Comme quoi? Comme je le dirai pas. Non, ça va être des bières un peu sur mes origines, les origines de ma femme, les origines de ma rencontre. Qui peuvent vraiment tip top, on verra. J'en dis pas plus parce que ça peut être tip top.
Tu disais qu'avant de te lancer, tu étais passé 1 an par l'Australie. Ça t'a inspiré dans ton futur métier de brasseur ? Pas inspiré, mais ça m'a ouvert les yeux sur ce qu'il y avait d'important dans la vie. Savoir faire ce qu'on veut, pas être métro boulot dodo et vraiment pas se prendre la tête. Tout tenter ce qu'on peut tenter, vraiment. Ça nous montre d'être loin de tout le monde, se débrouiller tout seul, de galérer avec 10 litres d'eau pour 2 jours, d'aller en justice, de se faire opérer d'urgence là-bas. Ça fait une grosse expérience et ça permet vraiment de se dire écoute, il n'y en a qu'une vie, et on relâche rien et on aura le temps de penser quand on sera mort, quoi. Donc, voilà. Et là, au bout d'1 an et demi, quel regard tu portes sur le temps passé ? Est-ce que tu as trouvé un équilibre de vie ? Est-ce que ça répond à ce que tu espérais en quittant le secteur des travaux publics ? Clairement, on a perdu pécuniairement énormément d'argent. Clairement, je m'en cache pas, mais derrière, on a un confort de vie. Je prends pas ma voiture, j'habite à côté. Tout ce que je fais, je m'éclate. Je suis en famille, on se prend jamais la tête. Tous les gens viennent ici, sont heureux de venir. Il y a des gens qui reviennent, on reçoit des petits messages de félicitations pour dire que nos bières, elles plaisent. On s'éclate. Franchement, pas de prise de tête. Et quand on a envie de se lever un peu plus tard, on se lève plus tard. Hein. C'est le droit d'être chef. Ouais, et tu disais que tu venais travailler à pied. Tu fais tes livraisons avec le diable au bout de la rue. On essaye. On a vraiment une éthique un peu écolo. On essaie d'avoir le label. Clairement, on essaie d'économiser toute l'eau qu'on peut. Les dredges sont récupérés par un fermier. Les livraisons, on essaie de tout centraliser en un jour. De toute façon, au niveau des livraisons, on a un maximum 10-15 km autour de nous. À part 2-3 restos sur Strasbourg. Mais sinon, on essaie vraiment d'avoir vraiment le côté... si on va livrer 4 cartons à côté, on va pas prendre la voiture quand on prend le diable. On a 100 mètres à faire. Les fûts, je vais les livrer à la main à la vieille forge, juste à côté. Donc voilà, on a vraiment une éthique de travail le moins d'impact possible, quoi. Et alors ta salle de brassage est installée dans une cave, on va les visiter ? Ouais, une cave viticole, donc de plus de une multicentenaire. Elle a été créée en 1522, c'est une ancienne dîme, donc la douane de Kaysersberg. Elle a été transformée en cave viticole. Donc cave voûtée, l'avantage de cette cave, elle est très très saine, aucun champignon, aucune moisissure. On l'a réhabilitée avec le père et le beau-père. Et l'avantage, c'est que la température oscille entre 14 degrés et 19 degrés toute l'année. Aucun souci au niveau des fermentations, pas du tout énergivore. Franchement, c'est tip top. Voilà, donc là on a descendu quelques marches et on se retrouve effectivement dans cette belle cave voûtée où il fait bon, hein, en effet tu le disais, il y a une température un peu constante. Il fait 18. Et où tu as installé ta brasserie ? Oui, on a installé dans la partie avant de la cave. Donc la partie avant, c'est l'ancienne cave. La partie arrière a été faite après-guerre. Mais cette partie avant qui est voûtée, c'est celle qui est la plus vieille, une des plus vieilles de Kaysersberg. Présente-nous un peu tes installations. Alors on est sur un outil de brassage de 2 hectos, le seul qui descend dans la cave. Clairement, on avait 1 mètre. On a un Brewmeister de 2 hectos. Il y avait 1 cm de part et d'autre. On est sur 8 cuves thermorégulées parce qu'on a différents degrés de température de fermentation. On est sur de la fermentation basse pour de la blonde et fermentation haute et très haute pour blanche et IPA. On est sur 8 cuves, 2 de 5 hectos et 6 de 2 hectos. On est dans une cave de 217 mètres carrés. On n'a pas la hauteur, on a la place pour s'agrandir. Alors c'est la question qu'on se pose. Comment faire ? Quel est ton process de fabrication ? Comment est-ce que tu fais ta bière ? Ma bière est faite donc dans le Brewmeister. On est sur un monopalier, clairement. On a pris l'option monopalier. On est sur 90 minutes d'empâtage, 80 minutes d'ébullition. Plus l'échangeur, on passe par l'échangeur. On est sur 7 jours de fermentation primaire. Entre 9 et 10 jours de fermentation secondaire. Pour clarifier la bière, on abaisse la température jour par jour. Et après, on est en 3 semaines de refermentation bouteille. Donc on a pris l'option de refermentation bouteille. Déjà on conseille de brasseurs, parce que la bière elle vit mieux, la bière est vivante, due aux levures, et c'est important. Test grandeur nature, c'est 200 litres tout de suite, quoi. On teste avec tout de suite 200 litres, ça plaît pas. C'est un brassin éphémère, on le met en vente et on repasse à autre chose, quoi.
On a fait ça pour une IPA. Moi, elle m'a pas plu, elle a plu aux gens, mais j'ai remodifié mon IPA derrière pour que ça plaise aux deux, quoi. Tu disais que par rapport à ton histoire, par rapport à ta région d'origine, il y avait une place pour le vin dans ta bière. Est-ce que tu peux développer cet aspect-là ? J'ai des copains vignerons. Il y en a un spécialement Sébastien Chuch, qui est venu me voir, qui me dit écoute, on pourrait faire une bière en fermentant avec les levures récupérées sur les lits de Grand Cru, d'où le Grand Cru Schlossberg derrière chez nous. Donc on a récupéré ces lits, on a sorti les levures de ces lits et on a fait fermenter mes bières avec cela. On a fait 6 semaines, on est sur 6 semaines de clarification et quelques mois de garde derrière, quoi. Et ça donne une note ultra vineuse à la bière et très ronde, elle a l'acidité, elle a le côté tartrique du pinot gris. On est vraiment sur quelque chose de très très fin. C'est une bière de table, clairement, hein. Elle fait le tour de toutes les étoilées. Donc clairement, on a eu 410 bouteilles numérotées, elles sont parties en 3 semaines. On relance le process, comme c'est les vendanges. Et on va décliner ça en 3 grands cépages. Donc on reste sur notre Grand Cru Schlossberg Pinot Gris, mais on va partir sur un Gewürzkieferkopf aussi, plus un Riesling Fürstensturm. Donc on va faire un même style de bière, mais avec 3 levures différentes, 3 cépages différents, et on regarde ce que ça donne. Et voilà, après on s'éclate, et voilà. Et puis si on se balade un peu dans la cave, on voit aussi que tu testes le vieillissement en barrique. On a testé le vieillissement en barrique, ouais, on a récupéré une barrique de Montrachet, Bourgogne. On a fait vieillir pendant 3 mois en barrique, une blonde et une IPA en pinot noir, en barrique de pinot noir. Donc c'est des tests parce que moi j'aime bien le côté boisé et le rendu est vraiment, vraiment super. On est vraiment très content du résultat. Voilà, et c'est le process logique pour la suite des événements qu'on veut faire, quoi. Bisaigu, c'est le nom de ta brasserie, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors Bisaigu, c'est un outil de charpentier, c'est un ciseau à bois, c'est vraiment l'outil unique pour un charpentier parce que c'est un outil où on a une partie ciseau devant et une bedaine derrière qui passe sous le bras pour avoir la force, et c'est unique à chaque charpentier parce que le bras est différentes longueurs de chaque personne. C'est en hommage à mon grand-père qui était charpentier. C'était obligatoire, ça a été un peu le déclenchement de toute ma vie, tout le changement de ma vie, clairement. Et c'était un peu le mentor, il est toujours là, de toute façon on y pense toujours tous les jours. Quand on vient au bar, on a la Bisaigu du grand-père en haut qui nous regarde. Et je pense qu'il doit bien boire des coups, doit être bien fier de nous là-haut, quoi. Et c'est important de rendre hommage à une personne qui a un peu tenu toute la famille pendant longtemps, quoi. Et c'était le patriarche, quoi. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Alors là, on est remonté à l'étage dans la partie bar de ta brasserie. Bar où on trouve aussi bien de la bière que du vin, hein. On est en Alsace. Ouais, on a voulu... ça fait pas longtemps, donc on fait tous nos brassins en pression. On a ouvert un 6e bec pour des brasseries autres que la nôtre, donc des potes ou des choses un peu plus typées. Et on a aussi ouvert une petite carte des vins pour la demande déjà, et un peu pour ouvrir aussi le panel, quoi, de choix, quoi. Alors qu'est-ce que tu nous proposes en dégustation ? C'est une bière blonde fermentation basse. On est sur quelque chose de rond, beurré en bouche, avec une légère amertume en fond de bouche. Voilà, on a des notes d'agrumes qui ressortent, d'où son nom. On a voulu associer donc la bière blonde au Schlossberg, où les notes d'agrumes ressortent dans le grand cru. Et nous, on a voulu associer notre bière avec des houblons qui nous donnent ces notes d'agrumes. Donc ça, c'est ta première recette, celle qui n'a jamais changé ? Oui, jamais changé. Juste la levure. Mais sinon, on a toujours fait le même process, toujours fait le même grammage, même kilo de malt, même grammage de houblon, tout pareil. Et pour moi, c'est ma préférée depuis le début. Ça reste ma préférée. Mais alors pourquoi t'en as fait d'autres ? La demande, clairement. Mais clairement, c'est la blonde qui prend le dessus. C'est notre plus grande production. On a énormément de demandes dessus. Après, les autres aiment bien les autres bières. Les gens aiment bien avoir de la nouveauté, quoi. C'est obligé. Sinon, les gens se lassent. Le monde actuel, tout le monde se lasse rapidement. Donc, il faut avoir un répondant au niveau de ça, quoi.
Deuxième dégustation. Alors on est sur une blanche au jus de muscat. Donc on a récupéré du muscat grand cru Mambourg à la presse de chez Maurice Choche. Et on a injecté ça à froid dans notre blanche de base. On a fait un petit événement type bière nouvelle comme on fait chez nous, vin nouveau, planchette charcuterie, et on a fait donc une blanche au muscat pour accompagner ces planchettes. Donc voilà, c'est un produit éphémère qu'on peut prendre qu'à la dégustation, qu'en pression chez nous. On n'a pas de bouteille, c'est que de la pression. On a vraiment le nez du muscat, clairement. Après on a le floral, on a le côté un peu terroir dû au Mambourg. Mambourg a un sol assez différent en Alsace que les autres. Et franchement, on a cette note florale qui s'estompe en bouche et qui laisse place à la blanche pour bien finir sur quelque chose d'un peu plus luuré. En termes de couleur, elle est très dorée pour une blanche. Ouais, très dorée, mais en fait, parce que dans toutes mes bières, j'ai un malt que je mets pour avoir une prise de mousse un peu plus importante, pour une mousse ferme. Et c'est ce côté-là qui donne la note un peu plus dorée dans toutes mes bières. Il y a bien du blé. Oui, il y a du blé, il y a 60% de froment pour le reste de malt, d'autres maltes, quoi. On goûte ? Bah oui. Alors en bouche, on a quelque chose effectivement de très fruité, de très raisin, et en même temps assez peu de pétillance, une bière qui est plutôt très légèrement effervescente. Oui. C'est voulu de ma part. Comme chez nous, les vins nouveaux sont un peu pétillants, comme c'est des jus de début de fermentation. C'est un process. On a voulu pousser le process un peu plus jusqu'au bout pour ces bières type éphémère avec le jus de raisin dedans, quoi. C'est made in Alsace. Oui, 100%. Ouais. Muscat, même pas 2 km. Donc c'est obligatoire qu'on fasse un circuit court. Troisième dégustation, là on est sur de la blonde à nouveau, au pinot noir. Blonde, ouais, la même base de blonde qu'on a de base, sauf qu'on a récupéré du jus de pinot noir après macération. On a fait un petit assemblage avec le vigneron, Wünschemann à Wettolsheim, où on a dit on peut mettre un peu de ça, un peu de ce pinot noir là, un peu de ce pinot noir là, pour avoir quelque chose de plus rond. On a vraiment des notes de fraises, vraiment qui ressortent en bouche, qui sont assez impressionnantes. On a une belle couleur rosée au niveau de la bière, on est sur quelque chose de très rond en bouche, légèrement sucré, et toujours avec un peu une légère bulle, pas trop poussée en gaz. Quatrième dégustation. Ambré d'automne, sirop d'érable, sirop de châtaigne et malt de seigle, sirop d'érable du Canada. On l'a récupéré dû à une rencontre qu'on a fait ici, un Canadien. On a super bien sympathisé, on a dit tu peux nous envoyer du sirop d'érable du Canada ? Ouais, ok, je vous en envoie et on te fera une bière et quand tu reviens tu auras le droit à ta bière au sirop d'érable. Donc on a fait la bière d'automne à sirop d'érable et je vais avoir le côté châtaigne qui ressort en bouche. On a des notes de malt assez caramélisées, on a le sirop d'érable en nez, on a une infusion en froid de houblon, donc on a un peu plus de choses, un peu plus de nez herbacé. Et après on finit par une petite rondeur, une petite amertume aussi due à la châtaigne. Et voilà. Santé. Santé. Pour terminer cette dégustation, Thibaut, tu nous sers ta noire fumée. Alors je te laisse la décrire parce qu'elle est compliquée celle-là. Donc c'est une Milky Stout fumée, donc c'est une stout au malt fumé et au lactose. Donc malt fumé on a vraiment la note du fumé au nez. On a le lactose pour vraiment arrondir la bouche parce qu'on a un peu plus d'alcool dedans, on est sur 6,5. Et on a le fumé à la fin qui vient exaucer le goût de café qui prend le dessus tout à la fin. Donc on part du nez fumé, rond en bouche, par une finition fumée pour vraiment avoir la note jusqu'au bout, quoi. Et alors là, on sort complètement de tout ce que tu nous as fait goûter jusqu'à présent. Ouais, une des plus typées qu'on ait fait, quoi. Donc une grosse recherche pour avoir le goût qu'on voulait. Mais c'est vraiment quelque chose pour un public un peu plus averti au niveau des bières, quoi. Moins typé blonde simple, c'est vraiment quelque chose que peu de personnes aiment, mais qui... Il y a des gens qui tentent, mais c'est vraiment pour les spécialistes.
Merci à Thibaut Ancel et à sa famille pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. J'ai rencontré la maman, le papa et même le chat qui était là. Et d'ailleurs, il a un vrai nom de chat de brasseur. Hein. Je vous posterai la photo sur les réseaux sociaux et vous verrez comment s'appelle le matou de la brasserie Biségu. Sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, eh bien, vous pourrez aussi découvrir la brasserie en images et notamment cette cave voûtée dont on vous a parlé dans cet épisode. N'oubliez pas de partager, commenter. J'attends bien sûr vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Aidez le Podcapsuleur à se développer et à grandir. Ça prend quelques minutes. Et si cet épisode vous a plu, eh bien, soutenez-moi en offrant votre tournée sur Tipeee. Allez voir, il y a tout un tas de formules. Tipeee.com/podcapsuleur. Rendez-vous dans 15 jours pour de nouvelles aventures. On ira faire un petit tour. Allez hop, on met un doigt sur la carte. Paf, Marseille. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez, mais sans forcer.